Un des pièges les plus classiques dans lesquels tombent, les jeunes, voire les moins jeunes, chefs ou managers, c'est de refuser ou d'éviter de déléguer. Alors pourquoi et quelles sont les solutions à ce problème? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. À tout de suite. Contrairement à ce que certains pourraient penser, bien encadrer, bien diriger des personnes, ce n'est pas quelque chose que forcément inné, c'est quelque chose qui se travaille, c'est une discipline qui touche la méthodologie, la psychologie et aussi un certain nombre de valeurs et de principes. C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce que j'ai appelé la checklist du chef, qui regroupe une centaine de thématiques que vous pouvez consulter, sur lesquelles vous pouvez avoir des idées. Donc vous pouvez la télécharger gratuitement sur mon site, grâce au lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Pourquoi refuser de déléguer? Comment déléguer? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, à travers 3 parties. Les premiers, 1, les dangers de la non-délégation, et de garder tout à votre niveau. 2, les causes, pourquoi les gens, les managers, les jeunes souvent, les anciens aussi parfois, refusent ou évitent de déléguer. Et 3, quelles sont les solutions sur le plan organisationnel et sur le plan de la posture, du savoir-être que vous pouvez adopter pour faciliter la délégation. Alors les dangers, on peut en noter au moins 3. Le premier, c'est une perte d'efficacité de l'équipe, puisque les gens sont sous-employés. Si vous faites tout à votre niveau et que vous déléguez peu, vos collaborateurs seront beaucoup moins employés qu'ils ne le devraient, beaucoup moins impliqués aussi, ou impliqués dans des tâches de bas niveau. Les tâches que vous leur déléguerez sont généralement assez faibles, enfin, au point de vue intellectuel, ou en tout cas au point de vue de l'épanouissement personnel, et donc peu intéressantes. Deuxième danger, qui est la conséquence du premier, c'est une démotivation de vos collaborateurs qui seront de fait déresponsabilisés et peu épanouis dans les tâches, les activités qu'ils mèneront. Et enfin, le troisième danger, c'est la saturation du chef, du manager, qui fait le travail de ses subordonnés, qui ne fait pas son propre travail. Et donc il va cumuler les deux, donc forcément il ne pourra pas tout faire, il va saturer, donc il y a évidemment tous les risques psychosociaux qu'on peut imaginer. Et le premier problème, c'est qu'il ne fait pas son propre travail de manager, il va manquer de vision, il va manquer de perspective, et toutes les tâches qui sont faites à lui en particulier ne seront pas réalisées. Ensuite, deuxième partie, quelles sont les causes? Pourquoi certains managers refusent de déléguer? Le premier, c'est qu'ils ont peur de lâcher prise et de perdre le contrôle. Deuxième chose, ils estiment que s'ils ne font pas certaines activités eux-mêmes, cela ne sera pas fait correctement, donc perte de qualité. Et troisième, tout simplement parce qu'ils ne savent pas faire. Ils ne sont pas dans cet esprit à déléguer et ils ne savent pas forcément comment s'y prendre pour bien déléguer. Nous allons donc prendre ces 3 causes, contrôle, qualité et attitude, pour analyser un certain nombre de solutions à ce problème de non-délégation. Alors, premier plan, le contrôle. Comment vous rassurer sur le contrôle des tâches que vous confiez à vos subordonnés? La première chose, c'est la confiance, création de confiance. Vous déléguez beaucoup plus facilement, vous avez beaucoup plus tendance à confier les tâches à d'autres si vous les connaissez. Donc, mon premier conseil, c'est un conseil simple et un conseil purement humain. Allez à la rencontre de vos subordonnés, de vos collaborateurs, connaissez-les, connaissez leur niveau d'exigence, connaissez leur philosophie, leur état d'esprit, pourquoi ils sont au travail, pourquoi ils ont choisi votre entreprise ou votre société, quel est leur équilibre de vie, de façon à ce que vous puissiez avoir beaucoup plus confiance en eux et leur déléguer les tâches beaucoup plus facilement. C'est aussi simple que ça, c'est le premier point et pour moi le plus important. Le deuxième, c'est sachez déléguer. Pour garder toujours ce contrôle, il faut formuler efficacement les directives. Quand vous donnez des directives et des objectifs SMART, c'est-à-dire les objectifs que vous fixez doivent être simples, mesurables. Alors il y a A et R, on ne sait jamais, mais c'est généralement acceptable, c'est-à-dire sur le plan souvent éthique ou en tout cas professionnel. R, réaliste. Et enfin T, borné dans le temps. Ça simplifiera grandement la manière dont vous distribuez les directives et la manière dont elles sont exécutées. Ensuite, troisième point pour vous rassurer quant au contrôle des activités que vous déléguez, ayez une méthodologie, un calendrier de vérification des objectifs que vous donnez réguliers et qui soient adaptés évidemment en fonction de la maturité de votre collaborateur, de son expérience, de sa capacité justement à exécuter les tâches de manière la plus facile et la plus efficace possible. Donc créer le bon cycle de réunion, créer les bonnes limitations de responsabilité par rapport aux problèmes que lui peut trouver et quand est-ce qu'il vient vous voir, de manière à ce que
vous détectiez les problèmes le plus tôt possible et pas quand c'est déjà trop tard, et soyez à l'écoute de tous les signaux faibles qui peuvent vous remonter. Deuxième jeu de solution pour vous rassurer quant à la qualité des tâches que vous allez déléguer. Première chose, spécialisez vos collaborateurs. Deuxième chose, et dans ces champs d'expertise, formez-les. Formez-les vous-même si vous êtes suffisamment expert dans le domaine, ou bien trouvez-leur les formations qui leur permettront justement de progresser. Enfin, un troisième champ plus organisationnel, standardiser les procédures et les pratiques. Enfin, un troisième jeu de solution pour s'adresser à votre difficulté de déléguer, mais sur le plan justement de la non-connaissance ou la non-habitude à déléguer. Vous allez devenir de moins en moins compétent sur les sujets et vous allez plus vous placer dans une situation de faire. Donc vos compétences vont être beaucoup plus organisationnelles, de vérification aussi des tâches qui sont exécutées, de collaboration, et de faire en sorte que la collaboration se passe bien, et non justement dans le faire pur de sujets assez techniques. Donc prenez-le en compte et placez-vous au-dessus de la mêlée. Alors pour ça, il y a un certain nombre de méthodologies, alors certaines qui viennent du milieu militaire, puisque vous avez dans le milieu militaire assez facilement à diriger 100, 1000, 2000, 10 000 personnes. C'est ce qu'on appelle le Mission Command. Je vais mettre dans la description de la vidéo un lien vers un article que j'écris sur le sujet. C'est une méthodologie militaire où justement le chef donne à ses subordonnés le moins possible, ou en tout cas ce qui lui suffit pour être le plus autonome possible dans la réalisation de sa mission, et ce qui évite le micromanagement, ce qui consiste au maximum aussi à responsabiliser les subordonnés. C'est-à-dire il a l'esprit de la mission, voilà ce qu'on veut obtenir, il a les moyens, il a un certain nombre de contraintes, il ne faut pas passer par là, ou il ne faut pas faire ceci, cela, et à partir de là, débrouille-toi, tu remplis les objectifs que je t'ai donnés avec les moyens que tu as, et en tout cas je ne te dirigerai pas sur la manière dont tu exécutes tes tâches. Enfin, comprenez que la délégation, c'est aussi un moyen de tester vos subordonnés en permanence, de les évaluer, de les faire grandir. N'hésitez pas à leur donner peut-être un peu plus que ce que vous pensez qu'ils peuvent faire. Donc vous verrez comment ils se débrouillent, ça les forcera peut-être à mieux s'organiser. Surveillez-les aussi, ne les mettez pas dans une position difficile. Ça sera un moyen pour vous de les faire grandir, de les faire progresser, et peut-être d'améliorer les processus généraux, puisqu'ils auront peut-être une tendance à mieux synthétiser, mieux simplifier l'ensemble des tâches qu'ils doivent exécuter. Alors toutes ces méthodes nécessiteraient peut-être même parfois une journée pour les expliquer chacune d'entre elles séparément, donc j'ai voulu garder la vidéo assez courte, donc je les ai juste citées, ça pourrait mériter beaucoup d'autres développements. N'hésitez pas à me solliciter en commentaire si vous souhaitez que je développe telle ou telle méthode. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez aussi des méthodes qui permettent de mieux déléguer. Si vous souhaitez un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter par mail, un accompagnement que ce soit individuel ou collectif, pour justement vous améliorer et vous assister dans une méthodologie de délégation. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos dans lesquelles je vais peut-être développer ces techniques. En conclusion, déléguez tout ce que vous pouvez. Si quelqu'un d'autre peut faire une tâche à votre place, c'est qu'il doit le faire et que ce n'est pas à vous de le faire. Gardez-vous les tâches de haut niveau, les tâches que vous seul pouvez faire. C'est mieux pour vous, car vous allez gagner du temps, c'est mieux pour le groupe, car chacun va se concentrer sur ses propres objectifs, et c'est mieux pour vos collaborateurs aussi, parce qu'ils vont pouvoir se spécialiser et se responsabiliser sur des domaines particuliers. Pour clore cette vidéo, un petit exercice. Quel dispositif de délégation, contrôle ou directive observez-vous dans votre organisation ou utilisez-vous vous-même? C'est toujours intéressant à partager. Et enfin, probablement la meilleure question, que ce soit aujourd'hui ou hier, quelles sont les tâches que vous avez faites vous-même et que vous auriez préféré déléguer? Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt.